On va accueillir un dernier défricheur qui effectivement a osé inventer de nouveaux business models dans le secteur culturel. C'est Jean-Marc Dumontet. Bonjour à tous. Je sais que celui-là a du son. Alors Jean-Marc, je sais qu'il ne faut pas que je vous demande ce que vous faites comme métier parce que vous ne savez pas. C'est ça. Il y a 20 ans, vous avez monté une première boîte par hasard. Et de hasard en hasard, vous avez recréé 6-7 salles à Paris. Celle-là, c'est vous aussi ou pas? Non, malheureusement, parce qu'elle est belle. Ça va venir demain? Je ne sais pas, c'est une concession qui est en renouvellement en 14 ou 15 jours. Voilà. Alors, racontez-nous comment on commence par une agence de com en 94 vers Bordeaux, avant d'aller vers la restauration et autres, et puis finalement, aller vers l'économie du spectacle. Oui, juste un préalable qui sera un petit résumé des 3 témoignages précédents. Je crois que ce qu'il faut oser, c'est le risque, au-delà de la France. C'est le risque, c'est la vie, c'est la confiance en soi, et c'est se dire qu'on peut se dépasser, qu'on doit y arriver. Et je crois que le petit problème qu'on a dans ce pays, c'est qu'on n'aime pas le risque, on adore le principe de précaution, et ça ne marche pas. Voilà, ce qui marche, c'est le risque. Ce qui marche, c'est se dépasser. Et je crois que tous les témoignages qu'on vient d'entendre, de quelqu'un qui est prêt à manger des pâtes pendant 10 ans s'il faut, mais qui croit à son idée, ou de quelqu'un qui préfère ses cours, même s'il nous explique qu'après tout, il a peut-être eu tort. Je crois que la qualité première qu'on doit avoir, c'est le risque, et c'est de croire au monde aussi. Le monde et la mondialisation ne sont pas des choses choquantes ni inquiétantes, au contraire, c'est de formidables opportunités. Et si on a compris ça, on s'en sortira. Voilà. Alors bon, ça c'était pour les paroles, et dans les actes, vous avez mis effectivement cette musique en ordre de marche, parce que vous, effectivement, des risques, vous en avez pris pas mal. Expliquez-nous donc comment ça se passe, pourquoi est-ce que vous arrivez vers l'économie du spectacle, alors qu'à la base, vous n'êtes pas de ce petit milieu artistique, et quand Alain Seban était là tout à l'heure... Pour aller vite, j'arrive dans l'économie du spectacle, parce que je rencontre quelqu'un qui s'appelle Canteloup en 98, que Canteloup, il n'existe pas à cette époque-là, qui a un imitateur qui s'appelle Laurent Gérard, qui est au firmament, et qu'on pense que jamais il y aura une place pour un second imitateur. Et moi, je crois qu'un produit peut créer vraiment son marché et qu'on peut vraiment se faire une place. Donc, on va travailler avec Canteloup parce qu'on se dit que si on est bon, on saura faire notre place et que quand un produit est bon, il marche. Voilà, je crois fondamentalement en ça. Et je crois aussi que personne ne nous attend jamais. C'est à nous de faire notre place et notre parcours. Et à force de travail, d'opiniâtreté, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Nicolas, mais on y arrive. Et aujourd'hui, Nicolas, il est numéro 1 des podcasts en France. Hier, on a fait 9 millions sur TF1. On est très fort sur Europe 1. Et tout ça, c'est du travail, de la remise en cause permanente. Voilà. Et grâce à ça, ça m'a fait rentrer dans l'univers du spectacle. Et pour mon métier de producteur, je me suis rendu compte qu'il y avait un élément qui était fort, c'était les salles de spectacle. Donc, je me suis mis, depuis 2006, à acquérir des salles de spectacle. J'en possède 5 aujourd'hui. Et la petite originalité que j'ai, c'est une abominable à la palissade, c'est se dire qu'il faut essayer de réconcilier l'entreprise avec une salle de spectacle, c'est-à-dire que c'est avant tout une entreprise et ça doit répondre au code d'une entreprise. Donc mon pari, c'est de dire qu'avant tout, il doit y avoir une bonne gestion et il doit y avoir l'obsession commerciale pour trouver des clients et puis l'obsession d'avoir le meilleur produit possible, c'est-à-dire les meilleurs spectacles possibles. Et c'est du B à bas, c'est extrêmement simple, mais malheureusement, dans l'univers culturel où les gens tournent parfois un petit peu autour d'eux-mêmes, malheureusement, c'est 2 données de base, avoir les meilleurs produits et savoir les vendre, qui sont un peu trop ignorées. C'est ce que je voulais vous dire à propos d'Alain Seban, c'est qu'effectivement, il y avait certains conservatismes, et il avait montré comment, en décloisonnant, on y arrivait. Juste d'un mot, est-ce qu'on peut revenir en 2001 ? En 2001, Nicolas Canteloup n'est toujours pas très connu, et d'ailleurs... Il n'est pas du tout connu. Vous faites salle vide, et là, vous allez le voir, et un peu comme pour Bernard Rébier qui dit, on est une entreprise mondiale, vous lui dites, on va faire l'Olympia. Oui. Sachant qu'il ne remplissait pas un café. Oui, exactement. C'est parfaitement logique. Je dis à Nicolas, on va faire l'Olympia. On trouve une date le 10 mai 2003, c'est-à-dire que moi, je suis un petit provincial à l'époque. Et l'Olympia, il me donne la date la plus pourrie, parce que le 10 mai, c'est un samedi, le 8 mai, donc, est férié. Donc, c'est vraiment la date qu'on ne va pas remplir. Et on se bat bien, et on vend 1250 places à des entreprises avec qui on travaillait, puisque Canteloup faisait des parodies de conventions d'entreprise où il était extrêmement brillant. Et grâce à cette Olympia, grâce à cette ligne de mire, tout à coup, les médias vont commencer un tout petit peu à s'intéresser à nous. Et ce pari, on le fait avec une salle comble à l'Olympia. On fait 138 payants individuels, c'est-à-dire que le Canteloup pesait rien du tout à l'époque. Mais on a 1250 entreprises qui sont venues. Enfin, on a vendu des places à 1250 entreprises. Et à partir de là, effectivement, ça met
met un peu en lumière Nicolas et on va commencer à être médiatisé grâce à ce pari assez insensé. Moi, je n'avais jamais fait l'Olympia avant, je ne savais pas ce que c'était. Ça coûtait beaucoup d'argent, mais c'était un pari important. Alors, ça, c'était effectivement il y a une petite dizaine d'années. Aujourd'hui, vous l'avez dit, 5 salles de spectacle, vous travaillez toujours avec Canteloup, vous produisez aussi Lucchini, mais vous n'avez jamais voulu oublier ce risque qui vous a réussi il y a 10 ans. Donc, vous continuez la production de jeunes talents, je crois Alex Lutz, Bérengère Krief. On peut peut-être expliquer comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous détectez le risque et comment est-ce que vous l'accompagnez, vous lui faites confiance. J'ai la chance d'avoir acheté en 2006 une salle qui est une petite salle mythique qui s'appelle Le Point Virgule. C'est 90 mètres carrés dans le Marais. C'est là d'où sont sortis Palmade, Eli Kaku et plus récemment Foresti. Et effectivement, cette salle est un véritable laboratoire. On accueille 110 000 payants par an, ce qui est juste un truc dingue. 110 000 payants par an dans un lieu qui fait 100 places. C'est-à-dire qu'on fait 3, 4, 5 spectacles par jour qui font 50 à 80 payants. Et grâce à ce laboratoire et grâce à ce travail patient avec des jeunes artistes, on arrive progressivement, jour après jour, à hisser le niveau, à améliorer le spectacle et faire en sorte, comme ça a été le cas sur Alex Lutz, qui a fait 2 ans au Point Virgule tous les soirs, et puis qui a grandi et qui va de salle en salle de plus en plus importante. Aujourd'hui, on fait 400 payants tous les soirs au Grand Point Virgule, qui est la salle que j'ai ouverte en octobre, avec Alex. Depuis donc le mois d'octobre, on est à 120 dates. Il fait salle comble, mais parce que je crois toujours qu'un produit sait créer son marché au bout d'un moment quand il est de qualité. Et donc mon métier, c'est d'essayer de faire en sorte, évidemment, que ces produits-là soient de la meilleure qualité possible. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de remise en cause. Au fond, j'ai eu une rencontre très importante avec Canteloup, parce que c'est quelqu'un de très humble et qui sait se remettre en cause. Et dans le milieu artistique, je pense que ce n'est pas si fréquent. Et en tout cas, cela a été ma ligne de conduite et ma règle de faire travailler et retravailler des artistes et toujours de choisir des artistes humbles. Alors, vous faites des émules parce qu'on me dit Jean-Marc Dumontet, osez le risque, saute roue, évidemment, Let's Dare the Friends. Osons le risque, la France est trop accrochée au principe de précaution. On a toujours l'impression qu'on vit dans une espèce de présent éternel. Et là, les gens qui sont dans la salle, ils se disent sans doute il a eu le bon déclic, mais maintenant, ça y est, c'est fini, l'économie du spectacle, elle est normalisée, il n'y a plus de nouveaux territoires à conquérir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On est au tout début dans la culture. On est au tout début. Les salles de spectacle aujourd'hui, la plupart ont des vieux réflexes effectivement de tendre leurs sébilles toujours à l'État ou aux institutionnels. Donc on est au tout début et cette économie de l'entertainment est vraiment en train de démarrer. Il y a des gros acteurs qui arrivent et tant mieux parce que ça va mettre vraiment le curseur sur les domaines clés qui sont la création d'excellents spectacles. Parce qu'au fond, ce qui nous nuit à nous, c'est que les spectacles ne sont pas assez bons. Souvent, les gens disent il y a beaucoup d'humoristes. Non, il n'y a pas beaucoup d'humoristes. Il n'y a pas assez de bons humoristes. Il est là le débat. Et donc ça met le curseur à l'arrivée de nouveaux entrepreneurs sur l'excellence du produit et puis des méthodes commerciales qui doivent être à la hauteur. Parce qu'au fond, si on aime vraiment la culture, il faut lui donner les moyens. Et comme j'aime mon métier et comme j'aime les spectacles que je produis, mais mon devoir, c'est de leur donner les moyens, y compris des moyens commerciaux. Et ça n'a rien d'iconoclaste de vouloir marier les deux. Donc je crois qu'on est au début d'une révolution. De toutes les façons, la culture, pour la première fois cette année, voit ses budgets en baisse de 4%. Donc ça, c'est un vrai signal. Au niveau de l'État, vous voulez dire ? Oui, l'État ne peut pas tout faire. Il va falloir que le relais soit pris par des entrepreneurs. Et donc on est au début de nouvelles aventures. Alors, vous dites qu'il n'y a pas assez de bons comiques en France parce qu'il y en a certains qui s'ignorent. Moi, Jean-François Copé me fait souvent beaucoup rire, mais il ne le sait pas encore. Juste d'un mot, parce qu'au début, effectivement, on se demande toujours, on est dans Osons la France, on regarde beaucoup l'étranger. J'ai quand même l'impression que la référence en termes de salles de spectacle et de production, c'est Broadway. Donc, est-ce qu'il faut regarder vers l'étranger pour faire ? Broadway, évidemment, domine le monde dans la comédie musicale. Mais c'est autre chose. La comédie musicale, il y a une grande tradition là-bas, il y a une excellence, il y a un public, il y a un marché. Nous, c'est pas notre critère. Les comédies musicales en France fonctionnent bien, mais il n'y a pas il n'y en a pas autant qu'aux États-Unis, où il y en a 30 ou 40 en même temps. Donc c'est deux secteurs, si vous voulez, qui sont comparables, voisins, jumeaux, mais c'est pas les mêmes. On peut être cousins, mais faire des choses différentes. Donc c'est pas forcément les États-Unis, c'est juste se dire que la culture vivra et se développera à partir du moment où il y aura des entrepreneurs de culture, des gens qui ont compris les codes. Voilà, et non pas des rentiers de la culture. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis pour un métier de risque. Notre métier, c'est de prendre de risques et de lancer de nouveaux spectacles et de faire en sorte que le public les rencontre comme n'importe quel entrepreneur. Voilà, et je pense que l'avenir de mon métier, il est là. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a justement des gens de l'étranger qui viennent vous voir pour voir comment est-ce que vous avez bâti un nouveau business model ou pas ?
Non, non, moi je suis très banal. Je suis très banal. Mon originalité, c'est d'avoir 5 salles. Mon originalité, c'est que ça fonctionne correctement. Mais c'est extrêmement banal comme parcours. Bon, ça fera plaisir à Norbert Alter qui nous explique effectivement qu'il n'y a de vraie innovation que dans l'ordinaire. Jean-Marc Dumontet a lancé Canteloup, Alex Lutz, Bérengère Krief, gros optimiste, un peu fou, pas peur des risques, il donne la pêche. Il y a quelqu'un qui nous rappelle, vous détenez 5 salles de spectacle, mais vous ne savez pas ce que vous faites dans la vie. Est-ce que 10 minutes après avoir commencé à parler, vous savez ce que vous faites dans la vie? Moi j'ai la chance d'être un entrepreneur, c'est-à-dire de me lever tous les matins en me disant que la vie recommence, de me lever en disant que les limites, ce sont seulement celles qu'on va se poser soi-même, et que je suis surtout responsable de tout, y compris de mes échecs. Et à partir de là, ça vous donne quand même une obligation, une objurgation, j'aurais envie de dire, pour être le meilleur possible. Voilà. Donc voilà, je sais ce que je fais, c'est être entrepreneur. J'ai la chance que ce soit dans un métier qui est génial, qui est l'univers du spectacle, parce qu'on vit des aventures humaines et artistiques extrêmement fortes. Et au fond, ce qui me motive, ce qui m'anime, c'est de voir une salle qui vibre, c'est de voir une salle heureuse, c'est de se dire que, et non pas dans un souci de générosité ou de discours sur l'autre, mais de se dire qu'on a procuré un moment un peu magique à des gens, et pouvoir s'arroger ça, c'est quand même très heureux comme métier. Il est évident que si j'étais dans un domaine industriel et si je vendais des scies circulaires, j'aurais un peu moins de bonheur. Là, c'est vrai qu'une salle pleine, une salle heureuse, c'est quand même une vraie récompense au quotidien pour moi. Donc voilà, mon métier, c'est d'être un chef d'entreprise, de jamais oublier qu'il y a des règles de saine gestion qui s'imposent, qu'une entreprise, c'est quelque chose de très simple à mener avec une règle qui est toute bête, mais je suis dans le domaine culturel et c'est quelque chose en tout cas qui m'épanouit et qui m'enthousiasme. Juste un dernier mot avant de vous libérer. Vous le disiez, il faut prendre des risques. Donc on ne va pas revenir sur Canteloup, Alex Lutz, Bérengère Krief et Lucchini, que tout le monde connaît. Mais faites-nous partager ce que vous avez rencontré récemment, ce sur qui vous avez envie de parier et quelques risques culturels pour qu'on aille s'hasarder dans les salles à avoir des nouveaux talents. Dans les risques qu'on prend en ce moment, il y a 2 artistes qui sont au point virgule, un qui s'appelle Walter, qui est sur France Inter aussi, l'autre qui s'appelle Donnell Jacksman. Voilà, c'est ce qu'on appelle chez nous des petits qui sont en développement, sur lesquels on mise beaucoup, mais qu'on fait beaucoup travailler. Donc c'est une phase de laboratoire qu'on est au point virgule. Voilà. Et donc rendez-vous tous au point virgule dans le labo. Merci infiniment Jean-Marc. Et pour tous les bons Parisiens qui n'étaient donc pas là à 8h, 8h15, mais qui sont arrivés un petit peu plus tard, vous saviez, à un moment, Desproges faisait ça à la fin de son spectacle, il faisait le résumé du spectacle. Là, Norbert Alter, avec qui on a ouvert la séquence, va venir nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé, une brève synthèse en nous montrant ce qui est effectivement, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas planté et pourquoi est-ce que tous ceux qui sont venus parler ce matin sont iconoclastes, différents et ont fait de leur différence une force. Merci. Je ne vais donc pas résumer ce qui a été dit, mais simplement retenir quelques idées qui sont transversales en fait par rapport aux différents propos. La première idée, c'est que la première idée reprend l'un des sous-titres de ce colloque, c'est y croire. Y croire, ça signifie que, ça a été présenté dans les différentes expressions, y croire, ça signifie qu'on n'attend pas d'avoir toutes les informations pour commencer à agir. Et quand on n'a pas toutes les informations pour commencer à agir, on mobilise des croyances, c'est-à-dire des affirmations qu'on ne peut pas vérifier immédiatement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que les projets se développent, eh bien, les croyances initiales sont progressivement remplacées par l'expérience. Et donc, c'est un processus d'apprentissage en situation de risque qui nous a été présenté à plusieurs reprises. La deuxième idée, c'est qu'il y a une ritournelle de la part des gens qui sont en place, qui n'innovent pas, qui contrôlent les institutions. C'est « si c'était mieux, ça se saurait déjà ». Cette phrase qui est totalement absurde est représentée par les tenants des conventions. Et donc, les différentes personnes qui se sont succédées ici, à plusieurs moments, ont expliqué avoir rencontré ce type de discours et surtout les représentants de ces discours. Troisième idée, l'innovation s'associe très souvent à la tradition. C'était particulièrement clair dans l'exemple de Fermob, mais on oppose souvent tradition à innovation. Au contraire, ce qu'on nous a montré dans cette circonstance, c'est que l'un et l'autre marchent bien ensemble, et ce que ça correspond peut-être plus spécifiquement à une conception française de l'innovation. Quatrième point, l'innovation n'est pas nécessairement quelque chose de
ne repose pas nécessairement sur quelque chose de nouveau, d'une nouveauté, mais sur la capacité à hybrider des ressources qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. C'est l'exemple du Centre Georges Pompidou, qui, en associant l'art contemporain et des publics populaires, a réussi à produire et proposer une autre représentation de la culture. Le quatrième ou le cinquième point, je ne sais plus vraiment où j'en suis à proprement parler. Le cinquième point, ça a été doucement et délicatement dit par Alexandre Malch, c'est qu'il y a des délires en interne. Dans son entreprise, on voit bien dans le petit film qu'il y a des délires en interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des manifestations de plaisir qui excèdent les normes habituelles du comportement dans les entreprises. Et pour faire pas mal de terrain, je sais que lorsqu'il y a des délires en interne, ça veut dire qu'il y a du plaisir à être ensemble. Et lorsqu'il y a du plaisir à être ensemble, eh bien évidemment, l'efficacité est plus grande. Sixième point, l'innovation, là encore, n'est pas toujours appuyée sur une nouveauté, mais sur un nouvel usage associé à quelque chose de classique. Blablacar n'a pas réinventé l'automobile, mais il a inventé une nouvelle façon d'utiliser l'automobile. Et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'avec juste de la matière grise et de l'opiniâtreté et la capacité à manger des pâtes, eh bien, on arrive à réinventer l'utilisation d'un dispositif. Ma collègue économiste nous a expliqué que la richesse à elle seule ne rend pas heureux. Et en toute fin de conclusion, elle a affirmé également que ce qui permettait de rendre heureux, c'est le projet. Cette idée-là est extrêmement importante parce qu'elle signifie que ce qui nous rend heureux n'est pas ce que nous avons, mais les projections que nous pouvons faire dans l'avenir, cette capacité en quelque sorte à s'investir dans le futur, cette capacité nous satisfait plus que ce que nous avons aujourd'hui. Bien évidemment, on sait que les situations imprévisibles, qui sont celles que connaît notre pays aujourd'hui, ne favorisent pas pleinement ça. Dernière idée que je reprends à la dernière présentation, prendre des risques. Prendre des risques, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'actif, c'est une action positive, une action délibérée. Très souvent, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on prend des risques, c'est pour éviter la situation de risque passif, de péril. C'est-à-dire que si on ne fait rien, on est dans une situation difficile. Et donc prendre un risque, ça suppose bien sûr d'être amené à subir des sanctions importantes, mais si on ne prend pas le risque de subir ces sanctions, eh bien, on ne peut pas échapper au péril des situations qui nous sont données. Voilà à peu près ce que je pouvais retenir. Eh ben, c'était très brillant. Merci infiniment, Norbert. Merci à tous qui tweetaient, parce que là, on a encore ce forum Osons la France 2013 donne incroyablement la pêche. Merci, c'est le message qu'on voulait transmettre. Juste pour ceux qui ont leur petit programme, et vous avez noté qu'il y avait Hervé Knecht qui devait venir parler aujourd'hui, ce merveilleux entrepreneur qui a réussi à développer une société de 200 salariés qui allait mal et en faire une société de 320 personnes qui va bien, avec 80% de salariés handicapés. Hervé a eu un léger malaise, petit problème de santé, mais il m'a envoyé un SMS pour me dire que tout allait bien. Et puis sur ce, la SNCF vous informe qu'il est 11h00, donc on a rattrapé le retard, c'est parfait. On se retrouve dans une demi-heure. Merci à tous.